Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Elle arrive, sournoise, feutrée, hypocrite, subreptice, la question des immigrés. Elle est mondiale, elle est européenne, elle est française et elle engage tant de débats, en tout cas chez nous, mais il est vrai que nous sommes en 2007. Si les candidats à l'élection présidentielle ne savent pas avec quelle pincette la traiter, eh bien les livres nous offrent la réalité bien en face. Tous les gouvernements en Europe et ici en France, que ce soit des gouvernements de gauche ou des gouvernements de droite, sont confrontés à la question douloureuse de l'immigration, les régularisations, les demandes d'asile, du regroupement familial, le travail, le logement, sans parler des reconduites aux frontières. Puis il y a la question de la démographie en France et il y a la question de l'identité en France. Bibliothèque Médicis n'a pas l'habitude, comme dit François Héran, de caresser l'opinion dans le sens de ses peurs. Et s'il faut du courage, ou moins un peu de courage, eh bien, il suffit d'ouvrir les yeux et tout simplement de lire. Eh bien, avec Monique Cantos-Perber, nous avons réuni les meilleurs auteurs sur ces questions aujourd'hui. Laetitia Van Écoute, vous publiez L'immigration chez Odile Jacob. Michel Godet, Pour construire l'avenir autrement, le courage du bon sens. Peut-être une coïncidence, toujours chez Odile Jacob. Mais est-ce que c'est vraiment là-dessus la vertu la plus partagée et la mieux partagée? Si j'ai mis le courage et le bon sens, c'est parce qu'il me semble que c'est les deux qualités qui manquent aux politiques actuellement. Pourquoi aux politiques ou à la société française? À nous tous, à vous tous, à vous, puisque vous y pensez? Mais nous ne sommes pas tous en candidat pour des élections, et donc c'est difficile de dire tout haut ce qui peut faire perdre des voix. J'ai écrit ce livre, dites-vous, comme si c'était le dernier. N'exagérez pas. Hein. Un cri de révolte, avec honte, colère et espoir, la révolte d'un gueux. Oui, vous savez, les gueux du temps de l'occupation espagnole, c'était les esprits libres, des bourgeois éclairés, et qui se sont levés en résistance contre une forme d'occupation du territoire par la noblesse de l'époque, et aujourd'hui c'est une noblesse d'État. Oui. La honte, l'espoir, la révolte. La honte, c'est que là, le développement n'est pas durable. On a 120 000 euros par enfant qui naît, si on tient compte du fait qu'ils ne rembourseront la dette que lorsqu'ils seront actifs. Et je suis en colère parce que les politiques le savent, mais tant qu'on n'est pas dans l'iceberg, il dit tout va bien, la croisière peut continuer. Et j'ai l'espoir parce que finalement, l'espérance de vie augmente, continue d'augmenter, et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Entre la raison et la peur, Sami Nahir, l'immigration est une chance, et le livre est publié au Seuil. C'est un témoignage maintenant direct à la première personne. Rama Yad Zimet, avec un T, mais il faut insister sur le T, noir de France chez Kalman Levy. Il ne s'agit pas des immigrés, mais bien sûr, souvent, les immigrés sont aussi des Africains. Et alors, il s'agit de l'identité dans la société française. Et vous dites, quelque part dans le livre, on a quelquefois l'étrange impression de déranger quand on est noir dans un pays qui se croit tout blanc, qui est tout blanc, non? Où il se croit? Oui, il se croit tout blanc. Ah bon, parce qu'aujourd'hui, la France est diverse, elle est métissée. Simplement, elle n'en a pas encore pris tout à fait conscience. Ouais, comme dit François Héran, chacun a un immigré. Il y a tout, chez chacun de nous, il y a quelque chose d'un immigré. Un quart d'entre nous, dans une proportion d'un quart, nous avons un grand-parent immigré, une proportion d'un tiers, un arrière-grand-parent. Enfin, ça va très vite. Il n'est pas nécessaire d'avoir une immigration massive pour que très vite, la composition de la population change. Et c'est pourquoi Rama ajoute, manifestement, le français de souche n'a pas encore compris que français ne veut pas forcément dire blanc. Et le français de souche peut aussi être appelé français canal historique. Et puis, demain, ce sera d'autres canaux que cette France diverse empruntera. Mais vous aussi, ça ressemble à de la colère, non? Un petit peu, c'est vrai. Mais avec le temps, elle s'apaise et puis il y a des progrès. Donc, en France, plutôt... chez vous, parce que vous vous apaisez? En France, et moi, non, j'ai pas encore envie de m'apaiser. La jeunesse, c'est la rébellion, donc on va continuer comme ça. Tant mieux, tant mieux. Je dirais tout à l'heure que vous êtes administratrice au Sénat, que vous avez travaillé à Public Sénat, et que maintenant vous êtes secrétaire national de l'UMP, bien qu'il n'y ait pas une logique ou une cohérence, mais c'est un itinéraire qui s'est fait par les chemins du hasard. Exactement, par les chemins du hasard, des rencontres, et puis peut-être que ça devait arriver aussi. C'est peut-être aussi le moment, parce que les politiques ont intérêt à avoir avec eux des voix qui défendent avec un ton de dissidence et de rébellion des arguments que vous allez peut-être exposer tout à l'heure, non? Mais il y en avait d'autres, des Noirs à l'UMP.
Donc, ils m'ont pas pris parce que je passais devant le 55 rue La Boétie. J'ai dû faire mes preuves. Et voilà. Les preuves, vous les avez faites quand vous avez passé tous les concours, etc. Je crois que vous l'avez dit dans le discours que vous avez prononcé, ou qu'on vous a fait prononcer lors de l'investiture de Nicolas Sarkozy à la porte de Versailles. Mais par exemple, c'était un discours qui est authentiquement personnel, ou on vous l'a fait? C'est un discours que j'ai écrit toute seule. Et ils ne l'ont même pas relu avant que je ne le prononce, ce qui m'a d'ailleurs un peu surpris. Ce qui veut dire que l'UMP, c'est pas le PC, c'est déjà cela. Et puis, très personnel, parce que je ne pouvais ni faire du Juppé ni du Raffarin. Je n'avais pas une légitimité historique, je n'avais pas une profondeur politique, donc je ne pouvais que parler de moi, d'autant que les militants ne me connaissaient pas. Donc j'ai dû me présenter en même temps. C'est incroyable, Samina Yarou. Voilà, un parti qui donne la possibilité à une femme nouvellement inscrite dans le parti, et, parce qu'elle a du talent et peut-être aussi parce qu'elle n'est pas blanche, mais qu'elle est française depuis longtemps, qu'elle sait parler, et on lui donne l'occasion de s'adresser d'un coup à 70 000 personnes. Parce que vous n'aviez pas d'expérience précédente. Non, je n'avais jamais parlé en public, donc on m'a jeté dans la gueule du loup. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi on le fait maintenant alors qu'on ne l'a pas fait pendant 30 ans. Alors que depuis 30 ans, la question de l'immigration est au centre de la vie politique de ce pays. J'ai connu moi-même des auteurs africains et des jeunes issus de l'immigration dans les années 70-80 qu'on n'osait pas présenter. Je me souviens de gens qui sont aujourd'hui députés, qui faisaient campagne et qui n'osaient pas se montrer dans les photos avec des Africains, avec des Maghrébins, pendant la campagne électorale. Donc, il y a eu Kofi Annan qui a été élu en Bretagne à l'époque de tout à fait, Yamgan, mais on peut dire aussi qu'il n'y en avait pas beaucoup. Non, même s'il y avait des leaders, même s'il y avait... C'est valable pour la droite et la gauche. Hein, oui. Regardez les difficultés de Malek Bouti, qui n'est pas noir, en ce moment dans la circonscription qui lui a été choisie par le PS, et il risque d'être rejeté par les élus voisins du PS, sans parler éventuellement des militants et des électeurs. Donc, c'est bien que vous soyez là, quelle que soit la place que vous occupez pour ce combat. Et puis François Héran, au Seuil, vous êtes le patron de l'INED et vous publiez Le Temps des immigrés. Je dirais que c'est le témoignage froid, implacable, riche d'un démographe. Oui, on dit toujours la statistique est froide, hein, les eaux glacées du calcul économique, disait Marx. Mais on sent un air de rébellion. Il y a aussi. Beaucoup de chaleur aussi dans la statistique et dans les chiffres. On n'oublie jamais qu'on a affaire à des hommes, bien sûr. Alors, les fausses croyances à l'épreuve des faits. En 2007, combien y a-t-il d'immigrés en France, hommes ou femmes? Je m'adresse à Laetitia. Vous publiez, je l'ai dit chez Odile Jacob, l'immigration. 135 questions, les plus précises, avec des réponses rigoureuses. Alors, nous sommes combien? Aujourd'hui, les immigrés représentent à peu près 8% un peu plus de 8% de la population française. Ça fait vraiment partie intégrante de la société et comme le montre très bien le livre de François Héran, je veux dire, il faut quand même rappeler que la France est un vieux pays d'immigration, contrairement à nombre de ses voisins. Et donc le brassage, il se fait depuis déjà beaucoup d'années. Oui, mais cette fois, il ne s'agit plus d'Italiens ou de Portugais, ou d'Espagnols, ou même de Maghrébins des années d'expansion. Aujourd'hui, effectivement, ça vient davantage d'Afrique, certes, mais cette immigration reste encore minoritaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais il y a aussi un flux important qui vient de l'Est. Je veux dire, on est aussi confronté à cette réalité. Et aujourd'hui, c'est un des enjeux aussi de l'élargissement de l'Union européenne que de gérer tout ça. Selon quels critères on définit un immigré? Un immigré est défini par... en fait, c'est une personne qui est donc née de parents étrangers à l'étranger. Mais on reste tout le temps immigré, effectivement, quand on vit... et qui vit en France, pardon. Mais un immigré peut très bien être ce qu'on appelle naturalisé, c'est-à-dire devenir français, mais il reste effectivement un immigré. En revanche, s'il ne devient pas français, il est immigré, mais il reste étranger. Donc 8%, ça fait 5 millions environ. Et combien de Français sur ces 5 millions d'immigrés? 40%. 2 millions, donc 2 millions de Français Alors, sur 5 millions. Si nous essayons de tordre le cou à quelques fausses croyances, on va le faire avec vous en prenant 3-4 exemples. La France compte moins d'un centième de la population mondiale, moins de 7 milliards d'habitants, et elle en accueille moins de 1 millième, c'est vous qui le dites, dans le temps des immigrés. Pourquoi cette idée d'un tsunami migratoire qui menace d'invasion l'Europe et déjà la France?
Alors effectivement, il y a une enquête européenne très amusante, étonnante, éloquente, que je cite au début de mon ouvrage, une enquête européenne faite auprès de toutes les opinions publiques européennes, et qui montre que la plupart des pays européens sont persuadés de recevoir beaucoup plus de migrants que les pays voisins. Alors évidemment, c'est pas logique, ça peut pas marcher, il y a une erreur quelque part, et seuls les pays qui reçoivent le plus de migrants, qui sont le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, beaucoup plus que la France, pas les mêmes migrants, ont une idée, non, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, seuls eux ont une idée à peu près précise, en gros, de ce que ça représente dans la population. Quand on interroge les Français, en moyenne, on leur demande combien dans la population il y a d'immigrés. On leur pose pas ça en ces termes-là, on utilise des termes qui sont parfaitement comparables d'un pays à l'autre. 29%. Ça veut dire qu'il y aurait 17 millions d'étrangers installés en France durablement sur 60 millions. C'est évidemment pas possible. La vérité, c'est... Et c'est aux alentours de 5 millions. On va essayer d'être le plus direct possible. Les Français croient aussi que l'immigration prend ici, dans leur pays, la forme d'une intrusion, je ne dis pas invasion, mais une intrusion, d'abord clandestine, incontrôlable et massive. Où est la réalité, alors, monsieur le démographe? Si on prend... moi, j'applique un raisonnement a fortiori. Si on prend les chiffres de l'INSEE, qui viennent récemment d'être fortement révisés à la hausse, à cause des derniers résultats du recensement, notamment, de la correction de certaines erreurs, et qu'on décide de majorer fortement ces chiffres de 50%, 200%, on reste toujours au bas du tableau européen par l'intensité des flux. Évidemment, ces flux, il faut les comparer à la population. Donc, les démographes, ils calculent en pour 1000. Il y a 60 millions d'habitants, 60 000 migrants nets chaque année, c'est 1 pour 1000. 120 000, c'est 2 pour 1000. C'est assez facile quand même. Alors, on se situe quelque part aux alentours de 2 pour 1000. Disons qu'on est à 3 pour 1000, à 4 pour 1000, mais l'Italie, c'est 10, 11 pour 1000. L'Espagne, c'est 15 pour 1000. Si vous prenez la Catalogne, vous arrivez même à du 30 pour 1000. C'est quelque chose de phénoménal. Donc, on est dans dans des proportions, dans un ordre de grandeur qui est radicalement différent. Et cela dit, malgré toutes les incertitudes qui existent, qui sont réelles sur les chiffres dont je parle, et dont il faut évidemment tenir compte, vous avez beau majorer sa majoration, nous sommes toujours au bas du tableau européen. Donc le problème, ça n'est pas la massivité des flux. C'est la perception. Le problème, c'est toute l'accumulation mal intégrée, mal distribuée géographiquement. Ça, c'est un problème absolument considérable. C'est le fait que nous avons proportionnellement beaucoup plus d'enfants et de descendants d'immigrés et que l'intégration n'est pas réalisée au degré où elle devrait l'être. Michel Godet. Je suis d'accord avec les chiffres parce qu'ils ne sont pas discutables, mais l'interprétation qu'on peut en faire peut être différente. 70% quand même des migrations viennent d'Afrique, Maghreb compris, donc Afrique du Sud, du Sahara. Maghreb compris, mais Maghreb compris. je parlais de l'Afrique subsaharienne. J'entends bien. Et le problème qui se pose, c'est aussi la question de la publication des statistiques. Au sein de l'Europe, Eurostat, la France est le seul pays à ne pas donner ses flux. Alors, M. Héran l'évoquait, on a 800 000 étrangers par an en moyenne depuis 5 ans en Allemagne, j'ai les chiffres sous les yeux, en Grande-Bretagne 500 000, et en France c'est beaucoup plus, l'Espagne 600 000, donc, qui avait un problème de renouvellement d'actifs, et en France, on aurait officiellement 130 000 par an, dont 95 000 pour regroupement familial. Et moi je crois que... les entrées non, et les je sais flux bien. nets. Non, c'est les entrées. Vous venez de je parle citer des des entrées. chiffres dont les... Non, il n'y a pas 800 000 flux nets en Allemagne. Non, il donne les entrées. Je dis simplement les On entrées va sont pas perdre du massives. temps sur les chiffres, mais c'est intéressant de savoir. La question de la En France, concentration. vous avez 200 000 entrées, 100 000 sorties, quelque chose comme ça, donc un solde de 100 000. La grosse différence. Oui, si je puis me permettre, on ne peut pas comparer pour une raison très simple, c'est que l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal sont de nouveaux pays d'immigration. Donc il y a énormément de gens qui sont arrivés ces 10 dernières années. L'Espagne, c'est spectaculaire. Nous sommes passés d'une population de 50 000, 60 000 Marocains, moi je l'ai vu, à une population de pratiquement maintenant 700 000 Marocains. Donc en l'espace de quelques années, ça a été extrêmement rapide. Je crois qu'il faut le souligner, au développement aussi de l'Espagne. C'est important. C'est ce que j'allais Ça dire, c'est-à-dire répond, qu'il y a une demande migratoire très complètement. forte de ces pays, alors que nous sommes dans une situation tout à fait différente. Nous avons besoin de flux réguliers, mais peu importants, et si possible ciblés dans des secteurs particuliers. Et en même temps, nous avons, si je puis dire, accumulé les méfaits d'un regard sur l'immigration ces 20 dernières années qui font que l'immigration est devenue
comme j'essaye de le dire dans ce texte, devenu une espèce de malédiction. Le mot De paranoïa anti-immigré. Voilà, Alors, il finit, Michel Godet. Pour être très franc, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, on peut se baser sur les chiffres. Le vrai problème, il l'a évoqué, c'est le problème de la concentration. L'Île-de-France concentre, les immigrés représentent 20% de la population de l'Île-de-France, c'est 40% des immigrés qui sont en Île-de-France, je pense qu'on est d'accord sur ces chiffres-là pour le plan national, et c'est 40% des naissances. Et donc là, il va falloir poser la question, dans le regain démographique qu'on vient d'évoquer, de natalité, quelle est la part qui revient aux étrangers et aux immigrés? On y arrive. On parle en tout cas, 40% des naissances, ça fait une concentration excessive. Attendez, alors justement, l'INSEE vient de révéler, vous en aviez parlé, François Héran, sur Europe 1 avant, que les Français aiment et font des enfants. Le taux de fécondité en 2006 a augmenté, 2 enfants par femme, et c'était un record absolu en Europe, et peut-être même en France. Oui. Alors, comment vous l'expliquez? En France, puisque dans le baby-boom, nous nous promenions entre 2 et 3, bien sûr. Alors, à quel âge les femmes font-elles maintenant des enfants? Eh bien, Et jusqu'à quel la âge? situation est assez simple maintenant. En moyenne, les Françaises ou les femmes résidant en France ont 2 enfants, un avant 30 ans, un après 30 ans. Il y a à peu près 3 ans et demi d'intervalle entre le premier et le deuxième enfant. Elles travaillent, elles ont un premier enfant, et puis elles se remettent à avoir un deuxième enfant. Oui, c'est la situation la plus courante. Si vous voulez, toute la montée récente de la fécondité, c'est essentiellement après 30 ans qu'elle se fait. C'est une récupération après 30 ans d'enfants qui n'étaient pas nés avant 30 ans. Alors l'Europe se divise en 2 types de pays. Il y a les pays pour lesquels cette récupération se fait après 30 ans, et la France, ou par exemple les Pays-Bas en partie, réussissent cette récupération. Et il y a des pays où la récupération ne se fait jamais, notamment parce qu'il y a d'énormes problèmes de garde. C'est le cas de toute l'Europe du Sud, c'est le cas de l'Allemagne. On verra après les explications. Mais d'abord, en Europe, les Allemands, c'est beaucoup moins bien. 1,4. Les Italiens. 1,3 à peu près. Les Espagnols. Oui, c'est la même chose. Vous me disiez l'autre jour, le pire, c'est la Catalogne. La Catalogne est à 1,1, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une région industrielle très particulière. Qu'est-ce que ça veut dire, à l'échelle nationale? Parce que les enquêtes d'opinion traduisent très souvent une sorte de morosité ambiante. Et là, est-ce que c'est un signe de confiance à l'égard de l'avenir de la part des jeunes couples mariés ou pacsés ou non mariés qui font des enfants? Alors on aurait envie de dire que oui, mais ce genre d'explication générale est quand même difficile à soutenir parce qu'il faudrait expliquer pourquoi ce serait vrai en France et pas ailleurs. Est-ce que la confiance dans l'avenir est plus importante en France qu'en Angleterre ou qu'en Espagne? C'est vraiment très difficile à dire. Donc je pense qu'il y a tout de même globalement une politique familiale ancienne, continue, qui a réussi à sauter les alternances politiques. Ça c'est très important. De droite comme de gauche. Voilà, elle n'est pas marquée à droite. En Italie, politique de soutien de la natalité, c'est clairement à droite. En Espagne encore. Donc ça n'est pas le cas chez nous. Et il y a finalement une conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle qui, malgré toute une série de lacunes qui existent encore, est quand même assez marquée. Qui se manifeste par la valorisation du travail féminin, qui se manifeste par un bon système de garde qui permet à une femme de concilier vie professionnelle et vie familiale. Mais vous insistez beaucoup sur votre livre aussi sur le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'immigration contribue assez peu à augmenter en France le taux de fécondité. Alors pouvez-vous expliquer ce paradoxe? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on essaie d'expliquer, mais qui est régulièrement mal compris. C'est que sans aucune contradiction, l'immigration peut contribuer fortement aux naissances. C'est à peu près une naissance sur 8, 100 000 sur 800 000. Alors, en comptant pour un demi les couples et les naissances mixtes, ou en ne comptant que les mères plus la moitié des couples mixtes. Enfin, bon, mais en gros, les différents modes de calcul font que 100 000 naissances sur 800 000 sont directement de mères étrangères. Un peu plus avec l'immigration, puisqu'il faut inclure les étrangères qui ont fini par être naturalisées. Et par contre, la contribution à la fécondité est très faible. C'est plus 0,1 enfant de supplémentaire. Et, alors, et pourquoi ceci? Pourquoi? Parce que en fait, c'est surtout la contribution de l'immigration, c'est surtout par le surcroît de mères, beaucoup plus que par le surcroît d'enfants. Parce qu'en moyenne, en moyenne, bien entendu, il y a des différences entre les origines, mais en moyenne, elles n'ont qu'un enfant de plus que les Françaises. Donc le taux de fécondité, il va être supplémentaire. L'enfant supplémentaire, il va peser seulement pour 0,10%, 0,11% si vous avez 10% ou 11% des mères qui sont étrangères, qui sont responsables des naissances. Vous pensez le contraire? C'est mathématique. Vous prenez l'exemple de le rapport de la direction de la population d'immigration que vous devez connaître et qui dit que 120 000 naissances en 2000 étaient au moins d'un parent étranger, parce que quand on dit mixte, souvent c'est un Français par acquisition, il faut bien le voir. Donc, mais il est français quand même. Non mais d'accord, mais mixte. Non mais c'est des immigrés quand même.
quand ils sont nés. Quand c'est des Français par acquisition, ce sont des immigrés. Bon, on n'a pas les naissances d'immigrés. On a la naissance dont un parent étranger ou deux parents étrangers. Eh bien, quand il y a au moins un parent étranger, on est passé de 120 000 à 150 000 en l'espace de 4 ans. C'est le chiffre de 2004. J'ai pas le chiffre de 2005 et de 2006. Donc 150 000 naissances, ça fait déjà 19% des naissances de 2004. Donc combien y a-t-il d'enfants d'immigrés? C'est sans doute 25%. Eh bien, si vous prenez les enfants d'au moins un parent français, parce que les couples mixtes, du coup, doivent compter des deux côtés, c'est 95,2%. Non, mais quelque chose comme ça. Il y a des immigrés. Mais qu'est-ce que vous voulez dire au fond? 2 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel Godet? Quel est le sens? Mon souci, moi, c'est l'intégration. Je suis pour l'immigration. Il ne sait pas, il y a trop d'immigrés, il faut les... Non, c'est une chance, on en a besoin. Le problème, c'est qu'on les concentre, on l'a évoqué, dans les écoles où il y a 80% d'enfants qui sont d'origine immigrée, dont les parents maîtrisent pas toujours bien le français. C'est pas une question de couleur ou de nationalité, c'est une question de maîtrise de la culture et de la langue. Eh bien, on handicape ces enfants et on fait le phénomène de banlieue qu'on a connu. La concentration, l'intégration, la concentration, etc. Même si pour certains, l'intégration, c'est important. Le message important. François Héran et Sabine. Le message important, c'est que dire que le record de fécondité que la France détient désormais en Europe, 2 enfants par femme, par rapport à la moyenne européenne de 1,5, serait dû à l'immigration, est une erreur. Non, mais je dis ça, je ne dis pas ça pour vous. Est une erreur totale. C'est mathématiquement faux, c'est factuellement faux. Le record français de fécondité ne dépend pas de l'immigration. Vous avez le... Mais je vous ai dit, il y a 100 000 naissances sur 800 000 chaque année qui sont liées à l'immigration. C'est contraire au rapport que j'ai sous les yeux. Pas du tout. Les chiffres, le rapport que vous citez, je le connais évidemment par cœur, c'est le rapport à la direction de la population d'immigration. C'est exactement le rapport que j'utilise dans le chapitre. Vous avez une lecture différente de ces calculs. Donc vous regarderez comment on fait les calculs et comment on arrive à la conclusion. Le problème, si je puis me permettre, on ne peut pas régler le problème comme ça. Je m'excuse de le dire, c'est un faux débat. Parce que c'est un faux débat parce que toutes les statistiques montrent que effectivement, au début, lorsqu'il y a de l'immigration, il y a, comment dirais-je, encore des traditions, des mœurs qui font qu'on fait plus d'enfants, mais au bout d'un certain nombre d'années, en général au bout de 5 ans, 7 ans, il y a alignement sur le taux de création démographique de la société française. Premier point. Deuxième point, pour ce qui concerne la concentration. C'est vrai ce que vous dites, mais il faut voir le problème sous l'autre aspect. Pourquoi est-ce qu'il y a de la concentration? Parce que ce sont les régions où il y a effectivement du travail. Et les immigrés vont là où il y a du travail. Ils ne vont pas là où il n'y a pas de travail. Qu'il n'y ait pas par ailleurs de politique d'intégration qui mettent en place, disons, des mécanismes qui font que ces gens soient distribués, ça c'est une autre affaire. Mais ils ne vont pas là parce que, évidemment, ils ont envie d'aller là. Troisièmement, pour ce qui concerne la politique, ça c'est une vraie question, la question de savoir pourquoi en France, et je parle devant un démographe, comment dirais-je, qui connaît bien son affaire, en France, c'est vraiment une exception européenne. Depuis maintenant pratiquement 20 ans, 25 ans, peut-être même bientôt 30 ans, il y a un taux de croissance démographique plus élevé en France qu'ailleurs, et ça vient des politiques de natalité qui ont été mises en place en France. Là-dessus, vous êtes tout à fait d'accord l'un et l'autre. Et vous disiez les politiques familiales qui incluent par exemple les écoles maternelles. Oui. Je pense que l'école maternelle joue un rôle considérable, parce que 100% des enfants scolarisés à l'âge de 3 ans, 35% des enfants scolarisés à l'âge de 2 ans, c'est un record mondial. Et les femmes ont le temps de voir l'impact de l'école maternelle sur le premier enfant avant d'avoir le deuxième, dans la grande majorité des cas. Alors ça, c'est considérable et ça nous sépare radicalement de tous les pays voisins. Donc il faudrait des crèches dans les administrations, dans les entreprises. Alors si vous voulez, nous avons assez bien... En France, le problème de la garde de 3 à 6 ans, le problème de la garde de 3 à 6 ans est très bien réglé. Là où il subsiste de grandes difficultés, c'est avant 3 ans. On sait que, d'après les dernières enquêtes qui ont été faites, les 2 tiers des mères à peu près n'ont pas de solution institutionnelle pour la garde avant 3 ans. Voilà, on progresse. L'autre jour, La Croix titrait et faisait 3 pages « La France aime les bébés, coup de jeune ». Et le sous-titre d'un des articles de Denis Perron, « Le regain de vitalité démographique pourrait remédier à un manque de main-d'œuvre et à faciliter le financement des retraites. L'esprit de famille rejoint l'esprit d'entreprendre. » Qui répond? Mais ça c'est vrai, mais c'est encore une fois sur le temps moyen, sinon sur le temps long. En revanche, il y a un autre problème qui est caché, c'est celui évidemment du taux de chômage en France. C'est-à-dire que ça aussi c'est un mécanisme pour remédier au développement économique du pays. Le fait qu'il y ait une poche tellement importante de chômeurs pour lesquels il n'est pas fait grand-chose, oui, non mais c'est un vrai problème. Est-ce que vous diriez, si on arrivait, comme le dit un économiste, si on arrivait à maintenir jusque-là un taux de fécondité de 2 enfants par femme pendant des années, l'avenir de la protection sociale serait moins problématique qu'on ne le pense? Probablement.
Bien sûr, ça contribue. Simplement, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas sûr du tout que ce très bon chiffre persiste. Parce qu'il est quand même dû essentiellement au fait que d'année en année, de plus en plus de femmes ont reporté leur naissance et les ont eues. Donc c'est un peu un effet de vague qui va se heurter à un mur. Comment maintenir le haut de la vague? Comment maintenir cette vague à son niveau élevé? Eh bien, écoutez, il y a toute la politique de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, bien sûr. Mais le travail. Une politique d'incitation à la naissance, c'est très important. Un des gros problèmes, qui est d'ailleurs signalé par Dominique Méda dans un livre qui sort en ce moment. La deuxième émancipation des femmes. Oui, c'est tout le problème des horaires atypiques, des énormes problèmes d'organisation que pose pour les femmes. Voilà, le thème de réflexion pour les candidats aux élections présidentielles, ou à l'élection présidentielle. Et alors, proche Monique? Oui, ça, il est certain que si la vie de l'entreprise commençait à 8 heures, avec une demi-heure pour déjeuner et se terminait en tout état de cause à 19 heures, alors qu'aujourd'hui on programme les réunions importantes d'une entreprise à 19 heures ou 19h30, les femmes n'auraient aucun problème à concilier vie de famille et vie professionnelle. Car avoir une vie familiale, ça veut dire être capable d'organiser sa semaine. Et quand on est victime d'un emploi du temps qui change à tout instant, on est disqualifié professionnellement. Des enfants, un peu plus. Alors, Michel Godet, justement, la France, vous dites, manque d'immigrés. En Europe, il manquera 25 millions d'actifs. Dans la tranche des 25-54 ans. Dans les années 2020-2030, François. Soyons clairs, ce sont des projections, ce ne sont pas des prévisions. C'est-à-dire qu'il y aura des flux migratoires qui vont démentir ces faits. Et une des raisons pour lesquelles moi je suis heureux de voir la fécondité repartir, c'est que plus on a d'enfants nés au pays, quelle que soit leur nationalité, plus on a une capacité d'intégration de flux migratoires qui vont venir. Donc je me réjouis de ça, à condition qu'on ait une politique beaucoup plus volontariste dans les écoles, parce qu'on a évoqué le problème de l'emploi tout à l'heure. J'ai des chiffres aussi toujours de la même source, que vous connaissez par cœur, donc vous ne serez pas surpris. Les étrangers, pas les immigrés, puisque les immigrés c'est plus large que les étrangers, il y en a beaucoup qui ont acquis la nationalité française. Les étrangers en Ile-de-France, c'est 8% de la population. Les immigrés, 20%. C'est 25% des chômeurs. Bon, pourquoi? Pas parce qu'il y a peut-être du racisme, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le fait qu'ils ont un niveau d'éducation. Alors on n'a pas toujours aussi des immigrés en termes d'éducation, même si ça progresse le niveau, on a des immigrés qui dans l'ensemble sont moins qualifiés que ceux qui vont en Grande-Bretagne. Les statistiques de l'OCDE le montrent, même si ça se réduit cet écart. Donc, Sanguette d'ailleurs, de ce point de vue-là, rappelez-vous, on a fait un camp. C'est pas des gens qu'on empêche d'entrer en France, c'est des gens qui veulent pas y rester, qui veulent aller ailleurs. Parce qu'il y a plus de facilité. Vous conseillez plus de formation, une moindre concentration, mieux répartir les populations dans les villes, dans les régions. Oui. Et en même temps, il faut qu'il y ait, comme le disait Sabine derrière, qu'il y ait de l'emploi. Mais il y a un point sur lequel vous êtes pratiquement tous d'accord, c'est qu'il faut respecter le statut de la femme. Vous vous avez entendu aussi, Rama. Pas de mariage forcé. Pas, ce que dit aussi Rachida Dati, pas de polygamie, la liberté religieuse et la laïcité. Et la polygamie n'existe pas que chez les Africains. Oui. Le président de la République, chez nous aussi, Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais enfin, c'est quand même les phénomènes qu'on appelle pudiquement de double vie. Pourquoi n'appelle-t-on pas cela polygamie? Non. Et puis... Non. Parce qu'il n'y a pas mariage, parce qu'il n'y a pas mariage. Voilà, c'est ça. Il y a une hypocrisie, il y a une hypocrisie du système. Non, il n'y a pas d'hypocrisie, non. Mais c'est incomparable. Quand il y a mariage polygame, il y a tout un ensemble de mesures qui vont avec, sécurité sociale, allocation familiale, double vie, etc. Non, c'est pas la même chose. La différence, c'est que C'est pas la même chose, mais c'est une hypocrisie, c'est le même plusieurs femmes et plusieurs enfants dans une même famille. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une double vie. Bien sûr, ça n'a rien à voir, mais le principe pour la femme est le même. Faut pas relativiser cette histoire de polygamie. Non, je ne le relativise pas. Je ne le relativise pas, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on réduise toute une population à ce phénomène-là. Je pense que ça c'était essentiel. C'est important de le dire. Parce qu'on voit les nouveaux couples qui arrivent aujourd'hui, moi j'en rencontre dans mon métier de journaliste, et je peux vous dire qu'ils ont envie d'intégrer leurs enfants comme vous et moi. Je veux dire, mais souvent, elle est combattue, même en Afrique. En Afrique, elle est combattue, elle se réduit. Désormais, il y a des lois qui l'interdisent. Aujourd'hui, Laetitia, quelles sont les difficultés majeures que les immigrés rencontrent au travail, à l'école, évidemment pour le logement? Et moi, je voudrais juste dire, tout à l'heure, il y a eu un débat sur la contribution de l'immigration au taux de fécondité et tout ça, aux naissances et autres. Il faut faire quand même attention à alimenter tout ce débat, parce que ça renforce, je pense, le côté négatif de l'immigration, alors que de toutes les façons, il faut qu'on vive avec, c'est une réalité. De toutes les façons, le gap entre le nord et le sud. tout à l'heure, le temps des immigrés, comme dit François Héran. Je poursuis mon raisonnement. Et quelque part, je veux dire, il y a un moment où il faut peut-être arrêter de parler d'immigration et d'intégration, parce que
on parle souvent de la deuxième et troisième génération d'immigrés. Et je veux dire, c'est des gens qui sont français comme vous et moi. Il faut les Je veux dire, ils sont intégrés, et c'est parce qu'on fait des temps de différence avec eux qu'il y a un problème. On va y arriver. Quand même dire, c'est que tant que, et notamment la statistique aide à cela, tant qu'on constate que des enfants d'immigrés, voire des petits-enfants d'immigrés, toutes choses égales d'ailleurs, à diplôme égal, à âge égal, dans la même région, etc., ont des probabilités d'accès à l'emploi, d'accès à la promotion complètement différentes, il y a de fortes présomptions que la discrimination, les origines jouent. Comme des immigrés. Donc, oui, d'accord, mais il est important que ces différences puissent être faites dans la mesure, pour qu'on puisse. Il faut mesurer l'écart de l'idéal du réel à l'idéal pour voir dans quelle mesure l'idéal est vraiment prégnant. Tout à fait, non, mais ça. Non, mais attendez, vous flou démographie, une petite question sur ce point. Vous prenez en compte le lieu de naissance, vous prenez en compte la nationalité. Donc un enfant né en France de parents qui ont été naturalisés français, donc qui sont français, est un enfant né en France de nationalité française. Comment le comptez-vous comme immigré? Mais on pose des. Alors, la seule façon aux grands-parents. Eh bien oui. Si les grands-parents étaient déjà français, la seule façon de le savoir, la seule façon il n'y a pas de source administrative, la seule façon de le faire, c'est de poser la question aux gens. Et c'est pour ça qu'on organise de très grandes enquêtes. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. L'enquête emploi de l'INSEE, 150 000 personnes, une des grandes sources sur le chômage avec les données mensuelles de la Eh bien, on a maintenant dans l'enquête emploi les pays de naissance des deux parents depuis 2005. Mais non, en 2005, donc, on a les pays de naissance des deux parents, et c'est grâce à l'introduction de données de ce genre qu'on est capable de mesurer maintenant de façon très précise les chances d'accès des enfants d'immigrés. Français nés en France de grands-parents étrangers, à ce moment-là, le petit enfant il faut poser des questions, il faut remonter d'une génération dans le Là aussi, il faut essayer de clarifier les choses, si vous voulez. Déjà étudier les discriminations de la seconde génération, c'est bien. Après, on étudiera peut-être celle de la troisième. Enfin, commençons déjà par étudier. Bon, écoutez, les statistiques là-dessus, on sait très bien quels sont les problèmes qui sont posés. Nous ne faisons pas de statistiques en fonction de l'origine, etc., etc. Il y a tout un débat là-dessus. C'est la nationalité des parents, en général, qui permet de dire que quelqu'un est d'origine immigrée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on a trouvé un autre mécanisme qui est en discussion. On ne veut plus, disons, on ne veut pas chercher l'origine, etc. Alors on se dit, quel est l'endroit où ils habitent? Voilà, le territoire. Et puis on essaye de regarder à partir de là. Bon, c'est très profondément, évidemment, hypocrite. Je vais revenir à ce qu'a dit Laetitia, parce que je crois que c'est important. Il y a un vrai problème, parce qu'effectivement, au bout de 2 générations ou 3 générations, les enfants d'immigrés sont considérés comme des immigrés. Moi, je suis un enfant d'immigrés. Ma famille est en France depuis les années 30, 40. On est totalement intégrés dans ce pays, etc. Si vous permettez. Mais ce qui est important, c'est le regard. C'est-à-dire que dans la société française, c'est la question qui a été posée par notre ami tout à l'heure, dans la société française, on ne s'est pas encore habitué au fait qu'il y a des Français de toutes origines. Et il suffit d'avoir un nom différent, ou un prénom surtout différent, pour être... C'est pour ça que j'ai lu attentivement le livre de Rama. Vous dites... La République aura gagné quand les Noirs seront banalisés dans le paysage politique. Et vous citez ce qui se passe aux États-Unis avec Barack Obama, Condoleezza Rice, Colin Powell. C'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Non, mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Il y a une classe moyenne, etc. Au moins, il y a un arbre. Ici, il n'y en a pas. Alors. Bon, alors, en fait, ce que je voulais dire par là... 2,3% de mariages mixtes aux États-Unis avec les Noirs, alors que les Espagnols sont arrivés il y a maintenant 20 ans, et il y a plus de 40% de mariages noirs espagnol américain. Donc, alors, en France, la moitié des enfants d'immigrés en France sont enfants de couples mixtes. Oui. C'est dire Alors, Rama. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, la République aura gagné lorsque on pourra en avoir des personnalités politiques comme on en a aux États-Unis, mais aussi dans les médias. On a vu tout le toin-toin qu'il y a eu autour de l'arrivée d'Ariel Roselmack sur TF1. On a eu l'impression que vraiment c'était quelque chose. Mais on s'est rendu compte très vite qu'il était absorbé. Qu'il était bon et que pas lui, mais le phénomène. C'est ainsi qu'il s'est banalisé. Votre livre, il était créé la première personne, et on voit que vous en avez assez des clichés qui sont répétés sur les Noirs. Il y a toute une liste, c'est un peu classique. Ils sont beaux ou elles sont belles. Ils sont les meilleurs en sport, ils ont le rythme dans le sang, même si c'est vrai, et dans la peau, vous dites qu'on leur fiche la paix.
Oui, comme on disait que c'était la faute à Voltaire, c'est la faute à Senghor, puisqu'il a dit que l'émotion était nègre. Et du coup, on a confirmé cette lecture. On lui en a voulu abusivement parce qu'il n'avait pas tout à fait dit cela. Et du coup, aujourd'hui, lorsque un noir apparaît, c'est soit sous l'angle du sportif, soit sous l'angle du chanteur. Et ce qui est grave, c'est que la jeunesse issue de l'immigration se dit ma seule possibilité, c'est d'être un sportif ou un chanteur, c'est-à-dire un génie. Donc, c'est un objectif qui est inatteignable. Personne ne leur propose d'autres modèles plus banalisés, comme d'être médecin, avocat. Pourquoi ne pas Et il y en a. Mais est-ce que la France est raciste? Non, la France n'est pas raciste. Sinon, je ne serais pas ici. Est-ce que vous pensez qu'il y aura, peut-être dès cette année ou plus tard, un vote noir? La candidature de Christiane Taubira en 2002 a donné l'impression, parce que son score était quand même de 2,3%, ce qui a fait dire aux socialistes qu'elle les a fait perdre, a donné l'impression qu'elle a cristallisé sur son personnage un vote mélanique, je dirais, plutôt qu'un vote noir, puisqu'elle a pu réunir les voix des personnes d'origine africaine ou des électeurs d'origine antillaise. Mais je crois que si tous les Noirs en France avaient voté pour Christiane Taubira, elle n'aurait pas eu que 2,3% des voix. Ce qui valide l'idée qu'il n'y a pas de communauté noire. Il y aurait un vote noir s'il y avait une communauté noire, mais il n'y en a pas. Les Noirs, c'est comme... Donc les associations les représentent. Mais ce que je veux dire là, c'est que les Noirs sont comme tout le monde, c'est des individus. Ouais. Ils se distinguent par la classe sociale, par l'origine, par la religion, et donc ils se déterminent en fonction de cela. cela. C'est bien de démolir les idées reçues et de le faire avec vous. Mais et vous dites d'ailleurs qu'il ne faut pas mettre tous les Noirs dans le même sac, quoi. Non, il ne faut pas mettre les Noirs. C'est parce que je vois un Noir, c'est mon frère. Non. Non. Il n'y a pas de solidarité. C'est pas parce que je vois un blanc, c'est mon ennemi. Oui, non. Instantané avec des Noirs, non. Non, ça ne les empêche pas à chaque fois d'accoster les uns les autres sur le thème. Mon frère, Laetitia, comment vous expliquez Ce que Rama vient de dire, je voudrais juste quand même constater une chose, c'est qu'il y a quand même un vrai problème en France par rapport à la couleur de peau, qu'on dise les choses, quoi. C'est une réalité. Je veux dire, oui, donc, je peux vous poser une question, Laetitia. Je suis Laetitia. la première à dire, comme vous, qu'il faut, le jour où les Noirs seront banalisés, on ne fera plus attention, je veux dire, à la peau basanée et tout ça, là, on aura gagné, c'est vrai. Mais la réalité, elle est là. Aujourd'hui, il y a quand même un problème culturel en France. Elle peut concerner tous les milieux sociaux et tous les secteurs. Oui. Simplement, je constatais que lors du mouvement récent des SDF sous les tentes, et je ne sais pas si c'est l'effet d'une étrange sélection, mais il n'y avait pas de Noirs sous les tentes. Non. Et pourtant ce qui donnerait, attendez. Oui, ça c'est l'argument vrai, mais en même temps facile. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sélection également? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Structure familiale, je crois qu'il joue très fortement. Oui, oui. Le système de solidarité chez les Africains en France est extrêmement important. Et d'ailleurs, il est très bénéfique parce que il y a, contrairement à ce qu'on dit, il y a très peu de délinquance chez les jeunes issus de l'immigration africaine. Le rôle de la famille est encore important, alors que dans d'autres communautés, notamment, enfin dans d'autres communautés, dans d'autres immigrations, la situation est différente. Parce qu'elles subissent les processus de déstructuration de la famille. Ramayad, je ne sais pas si vous aimez le contraste, mais vous êtes dans un parti qui a des difficultés avec les banlieues, ou avec certains sportifs, ou certains athlètes, ou certaines vedettes. Par exemple, Noah, Thuram, qui ne sont pas forcément des malheureux, enfin, peut-être dans certains cas, ils sont considérés comme des privilégiés, mais en tout cas, ils ne veulent pas de votre Sarkozy à l'Élysée. Enfin, mon Sarkozy, enfin, c'est intéressant votre aussi chef, les défis actuels. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des propos tenus par lui qui ont choqué des personnes comme Lilian Thuram ou Jamel Debbouze. Ce qui ne m'empêche pas, vous parlez du congrès de dimanche, de lui avoir dit devant 70 000 personnes qu'il faut faire attention aux mots parce que les personnes auxquelles il s'adresse sont issues de civilisations de l'oral et chez ces personnes-là, les mots sont importants et sont quelquefois même des événements. Ça ne m'a pas empêché de lui dire. Ouais. On n'est pas tous comme des moutons alignés, on peut exprimer des désaccords. Et c'est peut-être ces différences-là qui apportent quelque chose. Vous êtes française, africaine française, française d'origine africaine, ça, on peut le dire. Moi, je suis une vraie immigrée, c'est-à-dire je ne suis même pas née en France. Et vous avez fait remarquer que vous étiez sénégalaise, née à Dakar, comme Ségolène Royal, et vous avez ajouté « moi ça se voit », c'est vrai. Et je dis en plus, et je ne suis pas née à Dakar par hasard. Et en plus, elle est née vraiment dans le village de ma famille. Ce que m'a rappelé mon père juste avant le congrès, ce qui m'a donné l'occasion de le souligner. Oui, à propos simplement des mots qui tuent,
Je suis d'accord avec vous, mais enfin, vous devriez quand même rappeler à ce monsieur que vous côtoyez, et qui est candidat aux élections présidentielles, qu'il a déclaré, je cite un article écrit par Laetitia, justement, Van Leeuwenhoek, il a écrit très exactement la chose suivante: on ne doit pas immigrer en France pour bénéficier d'aides sociales. Notre pays n'a pas vocation à être un guichet social universel. Mais je suis d'accord avec ça. Je dis qu'une phrase comme ça est une incitation à la haine. Non, je suis tout à fait. C'est toujours passer l'idée qu'on prend la France pour un guichet social. Je pense que la plupart des immigrés ne prennent pas la France pour un guichet social. Exactement. Il faut éviter le cynisme, mais comme dit François Héran, il faut éviter aussi une forme d'angélisme de votre part à tous les deux. Non, la vérité ne peut pas être toute noire ou toute blanche. C'est pas, ils ont raison. C'est bien, en plus c'est vous qui le dites. Justement, pour en revenir à ça, puisque c'est le thème commun de beaucoup des ouvrages, la peur de l'immigration qui est sans rapport avec les faits. Alors, on a déjà dénombré des raisons: mauvaise concentration géographique, peut-être pas assez de répartition sur le territoire, pas assez de qualification, pas assez d'intégration. Bon, c'est certain, tout ce qui laisserait penser que l'État peut intervenir. L'État peut essayer de corriger les choses, de mieux répartir, de mieux qualifier, de mieux intégrer. Alors, qu'enseigne l'exemple des pays étrangers qui ont essayé de maîtriser davantage l'immigration? Il y a l'exemple canadien que vous analysez, qui est intéressant, l'exemple espagnol. On a l'impression quand même d'un échec. Alors, quelles sont les raisons de cet échec, et qu'est-ce qui pourrait être une réussite? Alors, Sami Nahir, Michel Godet, synthèse. C'est un échec pour une raison, je crois, très simple. Parce qu'on a posé la question de l'immigration depuis le milieu des années 70, y compris pour les nouveaux pays d'immigration, à partir de la problématique de la fermeture drastique des frontières. Si on avait posé le problème autrement, c'est-à-dire si on était rentré dans une logique qui consiste à dire il y a des flux migratoires, ces flux existent et ils vont continuer. Nous n'avons pas vocation à accueillir tout le monde, mais nous allons créer les conditions pour que ces gens puissent s'intégrer. Nous ne serions pas dans cette situation. C'est ce que j'appelle dans ce livre l'effet performatif. Ce que vous dites, pardon, ça ressemble à un appel à venez. Non, c'est absolument pas cela. Non, ou alors c'est que vous mettez aussi, vous les appelez autrement, non, mais attendez, vous leur mettez des couleurs particulières, ce sont aussi des barrières. Non, je vais vous dire, l'appel à venir, il est le produit des lois que nous avons mis en place en 1974. Car aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'augmentation de l'immigration familiale, vous avez l'augmentation de l'immigration clandestine, et vous avez la transformation de l'asile en asile économique. Alors, réponse de Godet, et vous allez parler du regroupement familial aussi. Moi, je regarde les chiffres sur l'emploi, parce qu'il y a un domaine que je regarde de près. Le taux de chômage des immigrés en France, des étrangers en France, il est 3 fois plus élevé que celui des Français. Et quand 3 fois, la moyenne. Vous ne serez jamais d'accord sur les chiffres, n'insistons pas, continuez. Alors, ensuite, vous lisez le taux d'emploi, les mêmes chiffres, les mêmes documents, et ils les interprètent autrement. Peut-être qu'il y a une question. Changez de lunettes. Pas une querelle de chiffres. Non, allons-y, pas de querelle de chiffres. Le taux d'emploi, c'est pas tout à fait le taux de chômage, c'est la proportion de gens qui travaillent parmi ceux qui sont en âge actif. Des étrangers en France, il est de 20 points inférieur à celui des Français. Ça, c'est l'INSEE qui le dit aussi, j'ai encore vérifié ce matin. D'accord. Et alors, en Espagne, le taux d'emploi des étrangers est de 7 points supérieur à celui des Espagnols. Donc, ce qui montre bien qu'on a fait une immigration, beaucoup trop de regroupement familial, et sans suffisamment être vigilant au fait que lorsqu'on fait venir un immigré, c'est qu'il correspond à un besoin de travail, on doit le loger, on ne doit pas le concentrer dans les quartiers, comme dans les pays nordiques. D'accord, on ne va pas se répéter. J'ai compris. Justement. Un mot, et François Héran. Il faut que je réponde à ce qu'il a dit tout à l'heure à propos du guichet social. Quand j'ai dit que j'étais d'accord, ce que je voulais expliquer, c'était que les immigrés, ils ne sont pas venus en France pour rester les bras croisés. Ils sont venus pour travailler. Il n'y a pas plus de travailleurs qu'un immigré, parce que l'exil, le geste d'exil est à la fois une tragédie et une promesse. Donc, moi, je peux vous dire mon expérience personnelle. Je veux dire, ma mère est arrivée ici avec une agrégation de lettres. Elle était professeure. On lui a expliqué que ses diplômes ne valaient rien. Et donc, elle s'est retrouvée au chômage. On n'a rien trouvé de mieux que lui proposer des allocations sociales. Et elle a dit, moi, je ne veux pas de vos allocations sociales. La République du guichet, je n'en veux pas. J'ai ma dignité personnelle. Et c'est dignité dont je vous parle. Je ne vous parle pas assistance. Ah, mais si c'est République du guichet et les immigrés, c'est tout à fait cela. Très bien. Ramayad, très bien. J'ai dit qu'elle était en permanence en colère. Mais c'est bien de l'entendre. François Héran, d'abord le regroupement familial. Quand il a été décidé en 1974, est-ce qu'il était une nécessité? Est-ce que nous avons été les seuls à le faire? Il ne faut pas croire que le regroupement national, c'est quelque chose que certains hommes politiques ont décidé, ont voulu ou pas voulu. C'est le droit international, ce sont les droits de l'homme qui imposent. C'est maintenant la Convention européenne des droits de l'homme qui l'impose. Et tous les analystes de l'immigration depuis 30 ans ont fait observer que partout, dans tous les pays occidentaux, la migration familiale a pris une importance considérable parce que les pays ne peuvent pas faire autrement. C'est pourquoi il y a aujourd'hui des hommes et des femmes
femmes en nombre équilibré. Oui, mais je parle des flux. Il faut bien se rappeler. Il existait au temps Dans du les années général de 70, Gaulle. on l'a juste encadré. Ils Hein. peuvent circuler à partir du moment où ils ne peuvent pas Très retourner bien. chez eux, ils font On venir leur poursuit. famille. On poursuit. Je voudrais qu'on monte, avant de poursuivre avec vous, François Héran, la photo que vous avez choisie, Michel Godet. C'est une photo qui a été publiée dans presque tous les journaux, dans l'Observateur, peut-être même dans Libération. C'est après la manifestation de Clichy-sous-Bois. Regardons-le bien, c'est une manifestation du 29 octobre 2005 à Clichy, je vous la fais passer. Qu'est-ce que vous remarquez là? Moi, mon souci, c'est l'intégration, si vous voulez, dans le modèle républicain. Non, Ce non, que mais je constate cette dans cette photo. photo, ce qui est choquant dans cette photo, qu'est-ce qui vous choque dans cette Ouais. Qu'est-ce qui vous choque dans cette photo? Il n'y a que des Noirs et des Arabes. Non, c'est pas ça qui me choque, moi c'est normal, puisque c'est dans les quartiers en question Oui, où voilà, on les a c'est ce qu'on se concentrés. Mais qu'est-ce qui est choquant pour vous? Il n'y a que des hommes. Et voilà. Alors, Une société où les femmes sont exclues, je n'en veux pas. on est un peu- Quand en femme, je dis Il y a un problème. On a Alors, un problème d'intégration d'une certaine catégorie. on aborde la Par dernière rapport à partie de l'islam. cette émission, on voit bien qu'il faut parler de ce problème d'une manière Enfin, il n'y assez... a que des hommes, mais il faut relativiser là aussi, parce que ceux qui ont fait quand même ce qui s'est passé dans les banlieues, et notamment à Clichy-sous-Bois, ça a été essentiellement des hommes, ce n'était pas des femmes. Oui, mais elle pouvait... Ce n'est pas le phénomène de délinquance des jeunes filles. Oui, Bon. je pense, juste, je voudrais passer, Michel Godet vient de dire, oui, on a un problème d'intégration d'une partie de la population, les femmes, et à cause de l'islam. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que certes, l'islam, dans ce volet extrémiste, cantonne la femme dans un certain rôle, ok, mais il faut rappeler que la plupart des gens qui sont, effectivement, ont comme religion l'islam, ne sont pas pratiquants. Il y a une étude du CEVIPOF qui montre qu'aujourd'hui, les gens... On a la communauté musulmane la plus intégrée Voilà, d'Europe. complètement. Il Alors faut n'en le parlons redire pas là quand même. aujourd'hui, pas cette fois. Je continue. Pas polariser. Ne fait jamais parler de lui. Le temps des immigrés, c'est le livre. Moi, j'ai les épreuves et j'ai en même temps le livre. Le voici, ne le cachez pas, le livre de François Héran. Vous dites, l'avenir de l'immigration, c'est notre avenir. Pourquoi? Et parce que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, le nombre de décès sera bien plus important que celui des naissances d'ici une génération. Et donc, la principale force de croissance de la population, ce sera l'immigration, quel que soit son niveau. Alors, il faudra faire avec. Et le brassage, qui se matérialise par les mariages mixtes, continuera de toute façon. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'idée, n'est-ce pas, qui règne, c'est qu'on devrait, à force de volonté, arriver à reléguer l'immigration à l'arrière-plan, à faire en sorte que ce soit quelque chose de secondaire dans l'évolution de la société. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut se préparer, accepter dès maintenant cette idée. Donc c'est pourquoi il faut importante. poser le débat dès aujourd'hui, Bien sûr. en cette année 2007. Mais quelle immigration choisir? Attendez, et vous, Sami Nahir, vous dites l'immigration est une chance. Oui, c'est une chance parce que c'est d'abord une chance pour les immigrés eux-mêmes. C'est quelque chose d'important parce que nous appartenons quand même à une civilisation humaniste, etc. Et il y a un minimum de devoir de solidarité, mais c'est surtout une Mais il ne chance faut pas pour être la les seuls France. dans ce cas. Oui, nous avons On une peut donner tradition l'exemple. très particulière, D'accord. mais c'est aussi une chance pour la France. C'est une chance extrêmement importante pour le développement économique de ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir que les grands travaux d'infrastructure qui ont été faits dans ce pays ces 40 dernières années, 50 dernières années, l'ont été par les immigrés. Et on en profite pour leur rendre hommage ici. Voilà, absolument. Moi, je vais vous Parce raconter qu'après, une on les a anecdote. abandonnés. Je vais vous Dans raconter une certains anecdote. Je vais vous raconter une anecdote, si vous le voulez bien. En 1981, lorsque la gauche a gagné les élections présidentielles, la ministre des Affaires sociales à l'époque a commandé une étude à des spécialistes sur la contribution des immigrés au développement du pays. Cette étude a donné lieu à un petit document qui était remarquablement bien fait, où on montrait que la plupart des autoroutes, etc., l'étude, qui devait être diffusée à 500 000 exemplaires, le gouvernement a décidé de mettre la main dessus et a dit on C'était le diffuse gouvernement pas. de qui 81. Je peux juste rajouter une chose. À l'heure de la mondialisation, je pense que l'immigration, effectivement, est une chance. Et il faut arrêter D'accord, mais attendez, d'agiter vous la ce contrôlez, spectre. vous la contrôlez, vous faites entrer tout Mais le il y a monde. des lois qui ont Non, mais été respectées. vous, parce que depuis le début, je sens l'immigration, etc. Mais Non, moi je ne laisse pas forcément les frontières grandes ouvertes. Je veux dire, vous il faut choisissez, peut-être- choisissez. Attendez, j'essaie de comprendre Laetitia von écoute. Non, mais ce qui s'est passé depuis 74, c'est qu'on a finalement arrêté les va-et-vient. Je veux dire, l'immigration, la mondialisation, de toute façon, c'est des va-et-vient. Donc, il faut redonner de la fluidité. Donc, accorder peut-être plus de visas pour certaines choses. Et les gens, ils repartiront aussi. Attendez, Ils bougent. François Héran, dans le livre, vous dites le chiffre des populations qui migrent. Et vous dites, c'est pas considérable. Hein, vous vous rappelez
Du chiffre, je veux dire, les populations qui bougent dans le monde. Dans le monde, sur tant de millions de gens. Vous n'avez que 3%, peut-être 4% de la population mondiale qui vit à l'étranger. Vous voulez à peu près 200 millions. Et si vous voulez, tous Alors, les modèles. question de Monique. Laissez-moi poser une question. Donc, l'immigration est une chance. Bon, nous sommes d'accord. Mais toutes les immigrations, on laisse faire. Ou alors une immigration particulière. Alors, le Canada choisit ses immigrés selon des caractéristiques individuelles, l'Espagne et l'Italie selon les besoins de l'économie. Donc faut-il trouver des critères de choix ou pas, d'abord. Ensuite, quels critères sont les plus intéressants compte tenu du fait que les immigrés entrent dans des états de droit, on protège le droit d'avoir sa famille avec soi et qu'en conséquence, quelle que soit l'efficacité de ces critères de choix, toute personne entrant dans le territoire selon ces critères amènera avec elle au moins 2 ou 3 autres personnes. Alors, répondez-moi à ces questions. Faut-il des critères ou faut-il laisser faire et lesquels? Répondez-moi. Je vais vous. Mais d'ailleurs, dans les questions, il y a les réponses. Oui, alors simplement, il faut savoir que les pays qui fixent des quotas ou des contingents comme la Suisse ou des pays qui ont des concours de recrutement, en quelque sorte des immigrés comme le Canada, etc., fixent le nombre des reçus à un niveau très très élevé, beaucoup plus élevé que les petits contingents vers lesquels on s'achemine quand on appliquera la loi. Et le paradoxe sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, c'est que finalement ces pays qui sont les plus sélectifs, Canada et Suisse, sont ceux qui depuis 30 ans obstinément, n'est-ce pas, sélectionnent avec beaucoup de soin leurs immigrés. En ont finalement 2 fois plus que nous, y compris quand on prend en compte les extra-communautaires. Ce qui veut dire qu'une certaine sélection qualitative qui veille au co-développement, qui veille à la circulation, qui veille au niveau de formation, etc., ne signifie pas nécessairement qu'on va lésiner sur la quantité. C'est quelque chose de complètement distinct. Il faut pouvoir séparer ces deux perspectives. La part croissante des immigrés dans la croissance de la population française est un phénomène inéluctable pour les années 2025-30. Il faut commencer dès aujourd'hui. Le brassage des populations est en marche. Rien ne l'arrêtera. Il n'y a pas à se demander s'il faut être pour ou contre. C'est un fait. Est-ce que on a pris suffisamment compte de l'importance de la démographie pour préparer le futur? Enfin, je ne demande pas aux démographes, mais à vous. Non, c'est évident que s'il n'y a pas la relève, il faudra augmenter les flux migratoires et l'intégration sera d'autant mieux qu'il y aura un brassage. On est d'accord là-dessus. Mais il faut parler d'immigration choisie. Il n'y a pas que l'Afrique ou le Maghreb, il y a plus de Portugais dans le bâtiment. Bon, il y a tous les Brésiliens qu'on veut, l'Amérique latine augmente beaucoup plus que l'ensemble des pays du Maghreb. Donc là, il y a un gisement naturel de population que l'Espagne, la moitié des immigrants en Espagne aujourd'hui viennent d'Amérique latine, parce que pour s'occuper des personnes âgées, il faut parler la langue. Alors nous aussi, notre réservoir naturel, c'est l'Afrique. Mais il faut les former. On ne peut pas non plus poser le problème démographique indépendamment de la situation économique. Lorsque vous avez un pays où le taux de croissance économique est bas, où il y a un fort taux de chômage, effectivement, il ne peut pas accueillir beaucoup en Espagne, la moitié de la croissance. Vous permettez. En Espagne, la situation est différente parce que c'est un pays qui est en situation de croissance économique explosive depuis 15 ans, grâce à l'Union européenne d'ailleurs. Donc maintenant, en France, nous avons un problème d'équilibre. Il faut trouver le juste point entre une politique de gestion de la circulation des flux migratoires et d'intégration dans le marché du travail. Il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle justement la mobilité, parce que je crois que c'est la solution. Si l'on veut sortir de 1974, de la malédiction des lois qui ont été mises en place en 1974, la seule solution c'est la mobilité. Ça ne signifie pas appeler les immigrés. Ça signifie leur donner la possibilité d'organiser, comme le disait Laetitia tout à l'heure, des allers-retours. Et ils ne demandent que ça. Précisez ça. D'organiser c'est pas eux qui vont le faire, ce sont donc les gouvernements d'où ils viennent. Par des contrats avec ces gouvernements, mais bien sûr. Donc elle est. C'est ce que j'ai essayé. Partager l'immigration, comme dit Julien Drey, ou elle est choisie. Nous avons, comme dit avant 74. Romano Prodi, en 2000, qui a inspiré la droite française. En 1998. C'est Romano Prodi. En 1998, j'ai moi-même signé avec le gouvernement malien, le gouvernement sénégalais, des accords de co-développement qui permettaient à un certain nombre de gens de venir, de travailler et de repartir dans leur pays. Alors, la loi, il y a une loi qui a été votée le 26 juillet 2004. Je ne sais pas comment elle s'appelle, si c'est la loi de Nicolas Sarkozy. 2006, c'est la loi de Nicolas Sarkozy. Il y avait eu un grand débat ici, là, au Sénat.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une loi qui verrouille, qui cadenasse la France, ou qui laisse des perspectives? Il y a des éléments de fermeture sur lesquels tout le monde a beaucoup insisté, et il y a aussi des éléments d'ouverture qui vont dépendre essentiellement des décrets d'application et des accords bilatéraux avec les pays, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'immigration c'est international par définition, et on peut faire des accords de co-développement, de co-circulation qu'avec l'accord des deux parties. Mais ce que je regarde, moi, dans le livre, c'est que j'essaie de dérouler, je suis ni pour ni contre la loi, j'essaie de dérouler imperturbablement, si vous voulez, les implications démographiques de la loi. Et là, je m'aperçois que les objectifs ne sont pas démo-compatibles, comme je dis, ne sont pas compatibles avec les données démographiques de base. Parce que l'objectif, c'est par une sélection qualitative d'arriver aussi à une réduction quantitative des flux, à une baisse vraiment marquée du solde migratoire, avec notamment la surveillance d'un solde d'un nouveau type. Mais ça laisse les possibilités aussi à des gens d'entre eux. Et or, ce qui est tout à fait une chose qu'on n'avait absolument pas vue et sur laquelle j'attire l'attention, c'est le fait que si, par exemple, vous arrivez à force de refoulement, de contrôle, du regroupement familial, etc. Si vous arrivez, laissez-moi terminer, si vous arrivez à réduire, diviser par 2 le solde migratoire, ce qui serait un effort colossal, le faire passer de 100 000 à 50 000, vous reculerez simplement de 5 ans le moment où l'immigration sera de toute façon numériquement le premier facteur de croissance de la population. Donc il y a une disproportion totale entre ce genre d'instrument. Il ne faut pas perdre de temps, mais la loi laisse des possibilités. Et on me l'a expliqué, si les décrets d'application permettent justement l'ouverture. Vous avez vu que la loi réouvre effectivement, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais c'est vrai que la loi réouvre un peu la migration de travail, ce qui est une bonne chose, mais c'est vrai aussi qu'il y a toute une série de mesures qui visent à restreindre et limiter les une loi qui... Et je pense, moi, si je peux me permettre juste une chose, je pense qu'il faudrait, à la rigueur, cette réouverture des migrations de travail, elle commence à peut-être revenir sur une certaine hypocrisie qu'on a en France, c'est qu'on finalement, des employeurs qui n'arrivent pas à faire venir des personnes, ils demandent une autorisation à faire venir un immigré pour travailler dans leur entreprise, ils se font retoquer leur dossier, résultat de quoi la personne vient de façon clandestine. Donc il faut qu'on arrête. Alors, sur la loi de 2006... C'est une loi, d'abord, il faut préciser une chose, n'est-ce pas, c'est que ce n'est pas la première loi. On n'a jamais vu dans une législature un ministre qui présente 2 fois une loi sur l'immigration, ce qui était le cas de M. Sarkozy. Donc on ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas fait la première fois. Mais je laisse ça de côté. C'est une loi qui est intéressante parce qu'effectivement, elle ouvre sur un certain nombre d'aspects, notamment, pas pour toutes les catégories de population, pour des catégories de population très ciblées. Par exemple, on favorise l'immigration des chercheurs, des techniciens, des médecins, etc., dont on a besoin. C'est aussi une loi qui ouvre pour le bas, si je puis dire, absolument non qualifiés, avec une destination très simple, qui est celle, évidemment, d'employer des gens à des coûts et à des salaires beaucoup plus bas. Mais l'autre aspect de la loi, qui est beaucoup plus problématique, c'est qu'elle introduit des mécanismes qui déstabilisent l'immigration légalement installée. Premièrement, la loi Reseda de 1997-98 proposait qu'un étranger en France, depuis au moins 10 ans, pouvait accéder automatiquement à la carte de résidence permanente. Là, l'accès n'est plus automatique. C'est-à-dire que vous pouvez être en France depuis 15 mais ans, il y a vous en même n'avez temps pas ce droit. que la société française est prête à accepter. Il y avait des clandestins. Ah oui. Ah non, mais il y en a toujours des clandestins. Ah mais il y en a toujours des clandestins. Mais il y en a plus. Bon, mais vous dites vous-même, et on conclut, il faudra choisir entre la lutte xénophobe et l'acceptation d'une nouvelle société métissée, car l'immigration ne cessera pas. Ce qu'il pense aussi, l'avenir, dites-vous, c'est l'identité commune. L'identité commune, c'est-à-dire nous avons la chance d'appartenir à un pays qui est peut-être le pays le plus, comment dirais-je dis pas ça, c'est le plus théorique, le plus éclairé aujourd'hui sur ce type de problème. Il faut expliquer aux enfants issus de l'immigration, comme aux immigrés, que leur destin c'est d'être des Français et d'intégrer dans leur tête et dans leur comportement les modèles de la société française. Oui, les modèles, les règles, les lois. Rama Ayad est d'accord. Et vous, Michel Godet? Moi, je dis simplement dans le respect des valeurs républicaines et l'identité commune. Voilà. Mais en reconnaissant leur rapport et leur richesse. On en a besoin de part et d'autre. Et en enseignant leur histoire. Parce que l'histoire, par exemple, de l'immigration d'origine africaine est totalement méconnue. Peut-être que la seule date qu'on connaît, c'est 74, quand Valéry Giscard d'Estaing invite les éboueurs maliens à venir petit déjeuner à l'Élysée. Autrement, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ils viennent. Elle contribue à l'histoire de France. Un très beau livre de Paul-Marie Delagorce, écrit au début des années 60 sur l'immigration africaine et malienne, un superbe livre où il y a toute cette problématique justement de la noria et des allers et retours. Alors, la conclusion, François Héran, vous qui nous dites qu'il faut que nous habituions
puisqu'on dit l'avenir, c'est l'identité commune, et le métissage et le brassage, comme vous dites, il faut que nous nous habituions à avoir une France qui ressemble un peu à l'île de la Réunion. Physiquement. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Mais il n'y a pas à regretter. Je m'en explique dans ma conclusion. Je m'en explique dans ma conclusion. Je sais très bien que la situation. Je connais bien la situation de la Réunion. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien la République. Il y a, enfin, toutes les religions voisines, toutes les origines se mêlent par deux, par trois. Il est tout à fait possible que d'ici 30 ans, la situation de la métropole soit quelque chose d'intermédiaire entre ce que nous connaissons actuellement et ce que sera la Réunion. Mais je voudrais juste revenir d'un tout petit mot sur le respect des lois républicaine, c'est très bien le respect de la loi républicaine. Ça inclut aussi, par exemple, le respect de la loi solidarité et renouvellement urbain qui impose de répartir le logement social dans toutes les communes d'une façon à peu près égalitaire. Oui, ce que vous voulez dire au niveau des principes, effectivement, se décline. Et à Ramayad, il faut prendre ce qu'il y a de meilleur, là on peut le trouver. Exactement, et des deux côtés, aussi bien du côté des, je vais les appeler les franco-français, que des autres. J'ai envie d'offrir, Monique, vos livres aux candidats 2007 et à leurs conseillers. Et on peut se demander si en réalité cette question, elle ne mérite pas d'être traitée en commun et réglée avec un consensus. Non ? C'est la seule solution. Oui. C'est la seule solution. On ne peut pas régler la question. Il ne faut pas faire de l'immigration une marchandise politique. Il faut la mettre hors débat politique. Le dernier mot à Monique, allez. Avec l'idée d'ouvrir une immigration vers certaines catégories de travailleurs, mais sans ambition restrictive de l'immigration. Il faut arriver à dissocier le qualitatif du quantitatif. Bibliothèque Médicis est regardée dans le monde entier, vous le savez, grâce à TV5 et grâce aux satellites et grâce à la TNT. À ces regards de loin, on peut dire que l'intégration française se déroule, elle a des hauts et des bas, elle a des échecs, elle a des réussites. Rien n'est une réussite parfaite. Nous nous retrouvons pour parler de ces problèmes, l'équipe de Bibliothèque Médicis, cette émission réalisée par Philippe Lallemand, avec Anne-Marie Moreau, Françoise Mananti, Céline Mévélec, Marie-Madeleine Rigopoulos. Je vous le dis, elle est en excellente forme pour réussir pour vous une très belle année. Merci et à bientôt, tous ensemble.